Poi piove dentro all'alta fantasia. Puis, dans mon imagination, tomba comme une pluie. C'est Dante au Purgatoire. Alors j'avais envie de commencer par cette image d'une pluie d'oiseaux, parce que c'est celle qui m'est venue en observant la fréquence avec laquelle il est question des oiseaux et la vigueur avec laquelle ils pleuvent aujourd'hui. Il en tombe un petit peu partout, sur les plages, sur les rivages, dans les champs, sous les lignes à haute tension. Il en tombe beaucoup sur la pensée, les arts, les sciences. Tout le monde s'est mis à en parler. Et il en est tombé pas mal aussi dans nos oreilles pendant le confinement. Et là aussi, ça a été une manière de nous mettre à parler entre nous. Des oiseaux qui chantent, qui s'égayent et qui jouent, des oiseaux qui nous sifflent et nous volent dans les plumes, des oiseaux en temps de pandémie, qui donnaient de la voix ou qui enchantaient à contretemps l'espace sonore, des oiseaux qui deviennent comme des petits bolides les estafettes des virus, c'est ce qu'ils ont été déjà pendant le premier épisode de H1N1, l'épisode de la grippe aviaire, et puis des oiseaux qui s'éteignent et ne font plus entendre aucune voix dans des printemps profondément altérés. Et en fait, innombrables sont depuis quelques années les réflexions à leur propos, et en poésie notamment, c'est très frappant. Rares sont les recueils où les oiseaux ne nichent pas au moins un petit peu, et beaucoup sont même entièrement occupés à les écouter, à les regarder ou à les traduire. C'est comme si on avait un nouveau rendez-vous avec les oiseaux, maintenant qu'on sait ou qu'on pense ou qu'on se dit et qu'on doit se dire qu'on les entend beaucoup moins. Et il arrive d'ailleurs qu'il tombe du ciel des oiseaux morts, je veux dire déjà morts, comme il pleut des insectes morts qui s'abattent en masse et en piquets sur une ville ou sur un champ. On appelle ça des pluies animales. C'est très intriguant. La Bible en faisait déjà état quand elle détaillait les plaies d'Égypte. Mais leur surgissement fait signe aujourd'hui tout autrement. Ces pluies animales, ces pluies d'oiseaux, elles apparaissent toujours comme un mystère inquiétant, mal expliqué. Alors les scientifiques se demandent s'ils meurent d'un froid soudain en vol, parce qu'une masse d'air les a emportés trop haut pour qu'ils survivent et les a ensuite lâchés, s'ils meurent de peur, s'ils meurent d'avoir percuté des câbles ou des bâtiments trop hauts. C'est un mystère, mais on dirait que c'est un mystère qui tombe à pic et qui vient pleuvoir justement dans notre imagination. Si l'imagination c'est ça, l'endroit où il pleut, où on est éclaboussé par des images, ce mystère tombe à pic, il dit ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas si ce phénomène s'est récemment accentué, mais manifestement on y fait davantage attention, comme si c'était plus que tout de précipitations de ce genre que notre monde était devenu capable. Ça tombe de tous les côtés, et il a beau faire, même le solitaire sera éclaboussé par tous. Le solitaire sera éclaboussé par tous, c'était un vers merveilleux de Michaud, et qui pour moi est venu avec force, occuper le temps du confinement. Et ces oiseaux qui pleuvent sur le temps présent, ils éclaboussent en effet toute pensée. C'est comme s'ils pendaient du ciel, c'est comme s'ils s'étaient mis à voler en sens averse, comme dit Valérie Rousseau, en sens averse, parce que le monde est à la renverse et qu'on le traverse comme on peut, pataugeant, incertain, à cloche-pied dans les flaques, parapluie pourtant fermé sous un ciel bien trop sec et toutes larmes évaporées. En 1962, un livre très célèbre de Rachel Carson faisait sentir et éprouver pour la première fois la conscience à grande échelle d'un désastre écologique. C'est un des premiers livres à mettre sur la table, comme ça, du débat public, la question de la destruction de notre habitat, de la planète. Et ce livre, il s'intitulait Silent Spring, Printemps silencieux. C'était un titre émouvant qui donnait une forme poignante à cette nouvelle conscience écologique. Il en nommait non seulement le symbole, mais en quelque sorte l'émotion la mieux partagée, celle qui vient de la disparition progressive du chant des oiseaux et du trouble quant à ce qu'il en est alors de la vie sensible et des repères intimes
de notre rapport ordinaire au monde naturel. Le printemps se tait. Silent Spring, quelque chose de très familier et progressivement retiré, quelque chose d'enveloppant et d'immémorial, la preuve et la célébration habituelle du monde naturel, cet accès chantant à l'intensité du vivant qui vient et qui semblait venir plus souvent des oiseaux. Et tout le monde le sait, la population des oiseaux s'effondre. En 20 ans, près d'un tiers des oiseaux a disparu des paysages, tout type de paysages confondus, villes, campagnes, littoral, forêts, océans. Leur rythme se dérègle, pour ceux d'entre vous qui en sont les plus familiers, vous le savez. Eux qui étaient auparavant les horlogers des saisons et des heures, ne scandent plus le temps avec autant de sûreté. Leurs modes de migration deviennent parfois illisibles, ils sont absents ici, ils sont massés ailleurs, dans des milieux qui ne les connaissaient pas. Ils se transforment périodiquement en réservoirs à épidémies ou en sentinelles placées aux avant-postes de nos propres états de contamination. Alors certes, il y en a qui s'adaptent et vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire quoi, comment les oiseaux disparaissent. Non, c'est pas vrai. Moi, dans mon jardin, j'en entends beaucoup et d'ailleurs, j'ai vu et mon beau-frère. Hein. Donc, il y en a qui s'adaptent, notamment dans les villes. C'est ce qu'on appelle les espèces opportunistes qui peuvent s'en sortir. Hein, les pigeons, les mésanges, les corneilles qui sont revenus dans Paris depuis une dizaine d'années. Et les espèces les plus rares sont paradoxalement stables, plutôt en bonne santé statistique, disons, voire en croissance, parce qu'elles bénéficient de mesures de protection concernant ce qu'on appelle les petites populations relictuelles, des oiseaux comme des reliques. Mais la population globale et surtout la diversité des oiseaux s'effondre, ça ne fait aucun doute. Et on le sait, cette disparition, elle est due à beaucoup de facteurs qui convergent autour de la question de nos formes de vie, qui nous accusent en quelque sorte. Elle est due à l'intensification des pratiques agricoles, notamment la culture du blé, la monoculture du blé. Elle est due à l'appauvrissement des sols, à la disparition d'habitats et de cachettes dans les haies, dans les taillis, dans les chemins creux. Elle est due à la généralisation de certains pesticides très persistants qui sont en cause dans le déclin des insectes et notamment des abeilles. Elle est due aux chats aussi, qui en tuent abondamment chaque année des oiseaux. Elle est due aux chasseurs, ou plutôt à certaines pratiques de chasse, puisqu'il y a aussi des pratiques de chasse vertueuses ou qui essayent de renouer avec quelque chose d'anciens modes de prélèvement, comme on dit. L'alouette, la gentille alouette est particulièrement touchée, mais aussi toutes sortes d'espèces non spécialistes, dans des environnements urbains par exemple, et les océans notamment paient un tribut particulièrement lourd. Ils ont perdu 2 oiseaux sur 3 en 60 ans, 2 oiseaux sur 3 en 60 ans, parce que les fonds marins, eux aussi, ont perdu leurs ressources. Et le sort des oiseaux, en fait, en raconte d'autres. Il vaut pour d'autres extinctions. En fait, il nous y intéresse ou il nous y rend sensibles, il nous rend audibles, ces autres extinctions. C'est ce que savent faire, au moins dans notre oreille, qui n'est pas tellement aiguë, ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire les espèces par lesquelles ou par le destin desquelles nous sommes d'accord pour nous laisser toucher, pour nous laisser concerner. Guy Goffet, un poète, a écrit ce bref quatrain intitulé « Un jour ». Les oiseaux qui tombent comme des pierres dans nos champs témoigneront un jour contre l'aride existence. Les oiseaux qui tombent comme des pierres dans nos champs méditent un grand silence sous chacun de nos pas. Les oiseaux qui tombent témoigneront un jour, donc, contre l'aride existence qui est faite à tous. Ils témoigneront demain. C'est aujourd'hui qu'ils tombent, mais ils allument des voyants. Des voyants, c'est ça la nouvelle forme de voyance de la poésie, c'est d'allumer des alertes. Ils allument des voyants sur un phénomène d'ensemble dont on peut déjà, grâce à eux, s'aviser.
nouveaux augures, si on veut. Ces oiseaux ne prédisent rien et ils ne font pas que se taire, ils méditent un grand silence, ils tombent. Et c'est au poète donc de dire que tombant aujourd'hui, ils protestent déjà contre un état du monde, ils en témoigneront demain. Et nous sommes en quelque sorte suspendus à cette pluie, tête en l'air, accrochés à ces oiseaux qui tombent, malgré nos négligences et nos distractions, parce que vous le savez tous, un voisinage, une compagnie très singulière nous lie à eux depuis toujours. Les oiseaux sont des voisins très particuliers. Ils sont les compagnons ou les partenaires d'attachement ardent. C'est d'attachement que je voudrais parler ce soir, autour du titre du banquet. Pas que des attachements heureux, évidemment. Ils nous réjouissent, ils nous happent, ils nous captent, ils nous font faire beaucoup de choses et on croit même qu'ils nous parlent. Peut-être parce qu'il y a dans la manière qu'ont les oiseaux d'être vivants quelque chose qui déclare le monde, qui énonce la vie, qui vaut pour la vie et le monde au point qu'on se suspend à eux, à leur vol, qu'on s'y agrippe. Nous, attachés aux oiseaux, attachés au monde par les oiseaux, parfois même attachés entre nous, surtout vivants et morts, par des oiseaux qui nous soudent les uns aux autres. La pensée, les rites, les présages, la chasse, la gourmandise aussi, le jeu, et avec eux la musique et le poème ont noué étroitement notre destin à celui des oiseaux, et c'est pour ça sans doute que leur précipitation nous fait beaucoup d'effet. Il y a toute une anthropologie des oiseaux, en fait, une anthropologie émue, un constat de la relation très très solide et souvent très très éblouie que dans toute culture, semble-t-il, les hommes entretiennent avec et par des oiseaux. Et les oiseaux ne sont pas seulement présents, mais intensément présents dans la vie des hommes, dans ce qui compte dans la vie des hommes. Ils font d'ailleurs sens aux grands âges de la vie. Ce sont les gardiens des seuils. Ils sont les émissaires de l'âme après la mort, et puis ils furent longtemps tout proches des enfants et des apprentissages. Faire le garçon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, enfin c'était encore le cas pour mon père. Faire le garçon, c'était chercher des nids, c'était tirer des moineaux au lance-pierre, on écrivait avec une plume, on apprenait à lire dans des glossaires illustrés d'oiseaux, et qui empruntaient aux oiseaux jusqu'à leurs syllabes. Et puis c'était les cigognes qui apportaient les petits bébés venus du ciel. En tout cas, dans toutes sortes de mythes, de pratiques médicales, de pratiques de domestication, d'émotion ou même simplement d'émerveillement, même si on n'y connaît rien, aux oiseaux, c'est une véritable compagnie qui nous lie à eux, une compagnie ancienne et jamais démentie, qui vibre de toutes sortes de pratiques, de soins ou de prises, de l'intensité d'un voisinage ou d'une proximité très concrète. Nous sommes attachés de partout à cette espèce pourtant très, très extraordinairement éloignée de nous, dans ses formes, dans ses mondes, dans ses usages. Nous sommes accrochés à ces vivants à la fois très sauvages et pourtant accessibles. Sauvage mais accessible, et c'est une forme de présence très étonnante. Les oiseaux sont des voisins, mais des voisins farouches. Ils sont pris dans leur monde, leur tout autre monde, mais ils sont déposés par leur propre vitalité et de leur propre chef dans le nôtre. Ils occupent, ils enchantent, ils métamorphosent nos espaces. Ils sont liminaires, comme on le dit des animaux qui ne vivent ni sous la domestication humaine, ni dans une nature inaccessible, mais venant et repartant, apparaissant et disparaissant, attachant mais inattaché, sujet d'un battement incessant entre l'ici et le lointain, le familier et l'inappropriable. De là sans doute la force de nos liens à ceux qui, même en cage, même ventriloqués, empaillés, ne se laissent jamais vraiment saisir. L'oiseau ou la sauvagerie à portée de main donc. L'oiseau ou la sauvagerie à portée d'oreille et de cœur.
l'oiseau ou la sauvagerie adorable. La sauvagerie a même la vie ordinaire, capable de faire de nos jardins, de nos promenades, de nos oreilles, des milieux poreux à des héritages fantastiques. Et les oiseaux ne nous saisissent pas en effet sous la figure de l'esquive ou de la fuite, comme beaucoup d'autres bêtes, beaucoup de créatures d'une nature qui aime à se cacher, même si on ne les voit pas toujours, loin de là, ils nous saisissent dans une véritable intimité sonore. On tend l'oreille, et le chant précède l'oiseau en général. Et nous recevons cette intimité comme un bienfait, parce que à ce monde que leur liberté ouvre au-devant de nous, nous avons ou nous avions l'habitude d'associer des valeurs morales, celles d'une vie plus que vie, d'une joie à l'intensité particulière, d'une qualité d'entraînement où le chant déclare en quelque sorte le monde, sa beauté, sa grandeur, où la vie se loue elle-même. C'était l'objet d'un grand texte de Léopardi qui s'appelle L'éloge des oiseaux. L'éloge des oiseaux, c'était l'éloge des oiseaux loueurs. Et l'adresse de Saint François aux oiseaux, c'était aussi une adresse à la capacité de louange, qui était le chant des plus petits des oiseaux. Donc c'est une question d'attachement, des attachements qui ne sont pourtant faits ni de possession, ni de contact. Alors une poète, cette fois, que vous connaissez peut-être, Fabienne Raffose, spécialiste d'oiseaux. Fabienne Raffose a un jardin et elle a un merle dans son jardin, qui n'est pourtant pas son merle, pas plus au fond que le jardin n'est son jardin. C'est le merle de son jardin, c'est quelqu'un quelque part, comme dirait Michaud, avec ses habitudes et son caractère, et c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a choisi son jardin, et qui, en choisissant ce jardin, l'a fait un peu plus sien, pas exactement son jardin à elle, mais un jardin à elle un peu plus ajusté, ou un peu plus accordé, ou un peu plus approprié. Je vous lis ce poème, qui s'appelle évidemment Le merle de mon jardin. Le merle de mon jardin est un oiseau commun, mais c'est le merle de mon jardin. Le merle de mon jardin est un oiseau commun, mais j'ai aussi 13 manières de le regarder. Le merle de mon jardin est un oiseau commun, mais il est, à lui seul, le voyage tout entier. Le merle de mon jardin n'est ni le ciel ni la terre, mais il les réunit. Parfois je suis un peu le merle de mon jardin, car je le suis des yeux. Ainsi, pour le dire autrement, l'œil du merle de mon jardin et mon regard ne font qu'un, mais j'ai moins d'acuité pour observer le merle de mon jardin qu'il n'en a pour me regarder depuis le pommier. Le merle de mon jardin se tait à la mi-juillet, mais garde son sale caractère. Je l'appelle souvent the pissed off merle de mon jardin, parce que j'ai un rapport passionnel avec la langue anglaise et le merle de mon jardin. Le merle de mon jardin se merle de tout ce qui se passe et passe dans mon jardin. Ceci étant, le merle de mon jardin n'est assurément pas mon merle, comme mon jardin n'est finalement pas mon jardin, mais le monde du merle de mon jardin et de quelques-uns, pendant l'été, pendant l'hiver, par instant, ou bien alors durant toute l'année, comme le merle de mon jardin, le milan, la buse, le faucon, le martinet, le coucou, le pic, la corneille, le geai, la pie grièche, le rouge-gorge, le hanneton, le bousier, le taupin, le gendarme, la punaise, le criquet, la sauterelle, la guêpe, mais encore la verge d'or, la gesse, la balsamine, le trèfle, l'œillet, la centaurée, le millepertuis, la carotte sauvage, le coquelicot, la reine des prés et tous les autres, que je ne sais même pas nommer, que je n'ai même pas vu, ou que j'ai acclimaté à mon jardin, à l'inverse du merle de mon jardin qui, lui, a choisi ce jardin. Donc c'est dans un poème que ces liens-là se nomment, ou se nouent, que l'attachement que Fabienne Raffose a pour ce merle, que ses manières de savoir le suivre tendent des cordes vers ce qu'il y a tout autour, tendent des cordes vers le jardin, qui n'est pas à elle, mais qui vit et croit aussi par elle, par ses soins, ses égards. Le jardin, le milieu complet, avec ses composants, ses habitants, avec tous ses noms,
et jusqu'à tout ce qu'elle ne sait pas nommer, tout ce qu'elle ne voit même pas, le monde du merle de mon jardin et de quelques-uns. Le lien à ce merle relie à tout le reste, parce que l'oiseau est lui-même accroché au monde, il y tient, et il le tient, il porte la forêt sur son dos, il fait sonner la forêt. C'est ça qu'il fait si bien. Il n'est ni le ciel ni la terre, mais il les réunit. Et c'est l'attachement pour cet oiseau attaché, attachant, qui raccroche au monde vivant, qui branche, le mot s'impose, qui amarre au monde vivant, qui attache celle qui le considère, qui l'attache au monde par l'oreille, par le soin, par la parole. Accroché donc. Alors qu'est-ce que ça fait de savoir que ceux à qui on se cramponne disparaissent, de sentir pleuvoir ceux à qui tant d'histoires et d'aventures de sens, tant de prises nous ont depuis si longtemps liés? Ça nous fait pleuvoir un peu avec eux, sans doute, ça nous plante l'extinction à l'intérieur, ça nous dit que nous dépendons de ceux qui tombent, que nous ne tenons qu'à ce fil, et ça nous donne envie peut-être de nous relier un petit peu mieux, avec un petit peu plus d'égard et un petit peu plus de scrupules. Pendant longtemps, en fait, et surtout à la campagne, la cohabitation était évidente, habituelle. J'y ai déjà fait un petit peu allusion. Elle était socialisée, elle était socialisante, parce que les oiseaux, l'intérêt pour les oiseaux, la chasse aux oiseaux et aux nids, la fabrication de lance-pierres, de sifflets, les oiseaux jouaient un rôle incontournable dans la formation, pas exactement des enfants, surtout des petits garçons. Dans leur devenir, c'était ce qu'on peut appeler avec Daniel Fabre les enfances aux oiseaux. Des enfances où le garçon naissait à lui-même, à son être garçon, par et auprès des oiseaux. Daniel Fabre voulait y consacrer tout un livre. Je ne sais pas s'il est venu parler un jour à la Grâce, avant sa mort, Daniel Fabre, non. Il voulait y consacrer tout un livre à ses enfances aux oiseaux. Il n'a pas eu le temps de l'écrire et auparavant, le projet s'était déjà transformé au profit de réflexions sur ce que c'est que faire la jeunesse au village. Trouver un nid, dénicher, c'était Colette et Sabine avant-hier soir qui parlaient du fait que les petits garçons apportaient les nids de pie à la mairie et en recevaient une récompense à l'époque où elles étaient considérées comme des espèces nuisibles. Trouver un nid, dénicher, attraper, observer, imiter, maîtriser un territoire, ce qui apparaît comme une passion pour les oiseaux, une joie éprouvée aux oiseaux et par eux, ça suffisait en fait à décrire les enfances paysannes, à dire un moment de la longue histoire de l'enfance, de ses coutumes et de ses seuils. C'était tout un apprentissage du rapport social entre garçons, entre pères. L'enfant encore petit s'y donnait quelque chose comme de la hauteur, comme le baron perché de Calvino. Se donner de la hauteur. Je ne sais pas si vous avez vu l'un des premiers films de Ken Loach, qui n'est pas plus gai que les autres, qui s'intitule Qu'est-ce ? Ça raconte l'histoire très touchante de Billy Casper dans une ville minière du nord de l'Angleterre. Billy qui est sans avenir et sans joie, il doit avoir 12 ans, qui traîne sa misère et qui déniche un jour un jeune faucon crécelle, a kestrel, qui vole un traité de fauconnerie chez un marchand de livres ancien et qui entreprend de dresser l'oiseau. Et cette amitié pour un oiseau, ce compagnonnage inattendu, mais bien réel, c'est mieux qu'une compensation dans cette vie grise. C'est un autre usage de soi. C'est la possibilité d'un monde, de gestes, de tendresse, de culture. C'est même une sorte de réconciliation fugace avec l'école. Mais ça finira mal parce que son grand frère, une espèce d'ogre, tuera net l'oiseau pour se venger d'une histoire d'argent. Alors c'est loin tout ça, en tout cas apparemment. Fini les enfances aux oiseaux, fini la formation à la vie avec et par les oiseaux, en tout cas avec cette ampleur, cet ordinaire, et évidemment dans tous les milieux urbains. La dernière image d'un petit garçon à la fronde, image publique, image culturelle, disons,
Je crois que c'est dans Fuoco a Mare que je l'ai vu. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, tourné à Lampedusa. Fuoco a Mare. Enfance aux oiseaux, mais enfance déjà décalée en fait, sur cette île. Le film se penche sur les formes de la vie quotidienne à Lampedusa, donc la proue au sud de l'Europe et de ses violences. La vie quotidienne à Lampedusa dans une petite famille, le père, ancien pêcheur, la grand-mère qui prépare la cuisine et qui dédie à la radio des chansons à ceux qui partent en mer, et puis le petit Samuel et qui va à l'école, qui apprend l'anglais, qui parle avec son père, qui apprend à ramer, qui joue à la guerre, et puis qui tire des oiseaux à la fronde. Et Samuel, il a un œil paresseux, ce qui s'appelle un œil paresseux, qu'il soigne et rééduque justement en tirant les oiseaux. Mais le film, si vous l'avez vu, vous savez qu'il se penche en même temps et surtout sur les formes de l'accueil et de ces violences à Lampedusa, les sauvetages, la façon dont les migrants nous arrivent, la façon dont on leur porte secours ou pas, dont on les soigne ou pas. Et à Lampedusa, on accueille et on soigne bouleversés. Et l'une des figures les plus frappantes dans ce documentaire, c'est celle du médecin qui a décelé l'œil paresseux de Samuel, dont toute la vie est désormais déchirée par cette mission d'accueil. Ce médecin dont toute la vie est désormais traversée par les vivants et les morts, il soigne tout le monde, les réfugiés comme les gens de l'île. Et puis un jour, il ausculte le petit garçon aux oiseaux, et il lui trouve une douleur à la poitrine, une légère angoisse, dit-il. Même cet enfant, sans tout à fait le savoir, suffoque, il manque d'air, il a pris sur lui la tragédie. La pratique passionnée des volières, des jeux de pigeons, des concours d'oiseaux, c'est resté vif en fait, pourtant, dans certaines cultures populaires, au Caire, à Alger, rue d'Aubagne, à Marseille ou dans les villes du Nord. Il y a quelque chose de prolétaire dans l'oiseau en fait, quelque chose qui prend parti pour le peuple et en sa faveur. L'oiseau ami du peuple, pour parler comme nos compagnons d'hier soir. Les oiseaux, le peuple, c'est une équation que Jules Michelet, justement, avait posée sans retenue, après Saint-François sans doute. Il tenait l'histoire naturelle pour une branche de l'histoire politique, de l'histoire pour et en faveur du peuple. Et vous savez que Michelet a écrit un livre intitulé L'insecte, un livre intitulé La mer, et un livre stupéfiant intitulé L'oiseau, avec des passages comme ça émerveillés sur l'œuf, sur l'aile, sur les essais de l'aile. Et Hippolyte Taine écrira à propos de Michelet que dans L'oiseau, l'auteur ne sort pas de sa carrière, il l'élargit. Il avait plaidé pour les petits, pour les simples, pour le peuple. Il plaide pour les bêtes et les oiseaux. Et Michelet trouvait d'ailleurs les petits oiseaux plus intéressants que les gros, Uccellini et pas Uccellacci, si vous connaissez le film de Pasolini. Il trouvait les petits oiseaux plus intéressants que les gros parce qu'ils sont plus artistes, disait-il, moins prédateurs, animés d'un sens élevé et tendre de la justice. Je cite, « L'aigle est ici détrôné, le rossignol intronisé, haute justice et vraiment juste, parce qu'elle est clairvoyante et tendre. » Et l'une des situations les plus émouvantes à mes yeux, où le compagnonnage avec les oiseaux, merci Lucie, et l'affirmation d'une dignité populaire, le compagnonnage avec les oiseaux et l'affirmation d'une dignité populaire se soutiennent l'un l'autre. Ce sont les colombiers des mineurs, les coulonneux, m'a dit Jacques. Comme les jardins ouvriers, c'est une réalité du nord minier, et ce sont des formes de rebranchement à la vie vivante, aux choses de la nature. Alors on regarde ces hommes qui s'occupent de leurs colombes, les gestes sont précis, émouvants, la clarté des symboles est presque excessive, elle serre le cœur, c'est une allégorie cruelle à force de lisibilité, à force de clarté. Au lieu de courber l'échine, le mineur lève la tête, au lieu d'étouffer dans le noir, il respire et se respire dans le blanc du plumage de sa colombe. Et vous pensez peut-être aussi aux photos de mineurs noircis
au visage noirci devant la porcelaine blanche d'une tasse ou d'un bol de lait. Au lieu de gestes de forçat, ils s'absorbent dans des précautions délicates, infimes. Au lieu d'être encagés, puisque la cage c'était aussi l'ascenseur assourdissant de la mine, au fond de laquelle trimaient également des chevaux aveugles. Au lieu d'être encagé, le collectionneur d'oiseaux encage, mais s'il encage, il libère aussi, il s'attache une liberté, il se cramponne à un envol. Et on peut le dire autrement quand on regarde faire accomplir ces gestes-là, les gestes sont tendres, ils féminisent ces hommes. Et si je dis ça, c'est pour essayer de dire non pas qu'ils les fragilisent, mais qu'ils les vengent. Les mineurs que l'on voit faire avec tant de soin ne se vengent peut-être pas, mais ils vengent leur vie et celle des autres. Ils réparent une offense et ils le font à force de soin, en s'appliquant à toute autre chose qui les requiert et les engage tout autrement. Et c'est en ce sens aussi, victorieux à force de soin et d'attendrissement des gestes, que l'on peut considérer cet autre compagnonnage traditionnel entre les ouvriers et les oiseaux, entre les mineurs et les oiseaux, c'est l'élevage des canaris, toujours dans le nord. Alors pendant longtemps, moi c'était une chose qu'on apprenait à l'école et qui étonnait et passionnait beaucoup les petits-enfants. On nous disait que les canaris servaient dans les mines à prévenir les coups de grisou. Encore une fois, pas parce qu'ils les prévoyaient, qu'ils en devinaient l'arrivée, qu'ils l'anticipaient, mais parce qu'ils en étaient atteints avant les hommes, sentinelles, sacrifiés. Ils étaient plus vite intoxiqués, très sensibles aux émanations de gaz, impossibles à détecter pour des hommes sans équipement de mesure. Ils s'évanouissaient, ils arrêtaient de chanter, ils mouraient bientôt, et l'arrêt brusque de leur chant valait alerte. Les mineurs se dépêchaient de sortir de la mine pour éviter l'explosion ou l'intoxication. Les canaris étaient sacrifiés à l'imminence d'une catastrophe dont ils étaient donc les sentinelles, des alertes, des signes, mais vivants et fraternels, avec tout le mélange de grâce et de frayeur que cela charrie. Et puis après-guerre, c'était pour leur beauté qu'ils étaient élevés, une fois qu'on avait des instruments de mesure justement. C'était pour leur beauté qu'ils étaient élevés et mis en cage, beauté d'oiseaux exotiques, qui dispose d'une variété de couleurs peu courante dans le paysage, pas seulement le jaune, mais aussi un beau rouge ou un rose saumon. Et puis plus petits, moins coûteux que les pigeons, ils trouvaient place dans de petits logements. Et ce n'était pas seulement un loisir privé, c'était une pratique collective, amicale, faite de techniques, d'échanges, de moments de concours ou d'exposition, des rendez-vous avec ceux qui partageaient la même condition, qui partageaient la même histoire. Et il faudrait comparer ces attachements à ceux qui lient aujourd'hui encore les Algérois aux Chardonnerets, jusque dans l'exil, parce que la passion ouvrière pour les espèces chanteuses, canaris, chardonnerets, elle s'est éprouvée d'un bout à l'autre de l'Europe, reliant Roubaix à Alger, Alger à Marseille, Marseille à Lisbonne, et jusqu'à il y a peu, je m'étrangle parce que je devais parler de la Méditerranée, mais jusqu'à il y a peu, le Canary Club d'Hénin-Liétard, aujourd'hui Hénin-Beaumont, était particulièrement actif. Alors bien sûr, l'émerveillement, ça met aussi en quête de capture, on veut enfermer, pour s'attacher une liberté. Objects of wonder, c'est comme ça qu'on appelle les oiseaux exotiques notamment, qui se retrouvent dans les volières ou les musées. C'est une pratique coloniale, si on veut, à la fois du point de vue historique et du point de vue politique, où les oiseaux sont les images vivantes et tactiles de toute une rêverie autour des mondes sauvages. Les approcher, les toucher, les posséder, ce serait s'accaparer un monde, un état rêvé du monde, espérer en participer, en être un petit peu, à force de frôlement et de prise. Certaines espèces d'oiseaux, comme le diamant de Gould, c'est un petit passereau multicolore et c'est vrai qu'il est stupéfiant. Certaines espèces d'oiseaux sont justement victimes de leur beauté, de l'émerveillement qu'elles suscitent, du désir qu'elles provoquent de la garder toujours près de soi, cette beauté, en cage ou en volière.
Ça fait longtemps que ça existe, qu'on enferme les oiseaux pour avoir leur couleur et leur éclat à portée d'œil et de main. Ça fait longtemps qu'on les mutile en leur brisant les ailes, en leur crevant les yeux, pour se les attacher quotidiennement, pour faire entrer leur chant dans la maison, même si en cage, justement, ils se taisent. C'est toute la culture des volières. Aujourd'hui, 20 millions de perroquets sont en captivité et plus l'espèce est en danger, plus sa cote est élevée. C'est une négation de leur territoire, évidemment, cet encagement, mais c'est aussi un enchantement d'une autre, une métamorphose de nos habitats, une sorte de parure, une parure sonore et chromatique inouïe, qui serait capable de transformer les dimensions de la maison, de la faire monde. Et je pense à Baudelaire et à son boudoir fané dans les petits poèmes en prose. Vous voyez que cela ressemble un peu à une cage très distinguée, dit-il à propos de ce petit lieu, une très belle cage pour un très grand oiseau. Dans ces aventures de la capture ou de la compagnie forcée, c'est toute l'ambivalence morale de l'attachement qui se déploie. On capture parce qu'on est captivé. On capture parce qu'on aime et pour aimer de plus près. On emprisonne par amour, comme Marcel fait avec Albertine. On adore ceux qui n'en ont sans doute que faire. Et c'est pas beaucoup plus bizarre au fond que les histoires de cœur. Et on se souvient peut-être de la folie d'amour, vous vous souvenez peut-être de la folie d'amour qui attachait Félicité à son perroquet, adorée puis empaillée puis sanctifiée, Félicité la servante de Madame Aubin, l'humble et stupéfiante héroïne d'un cœur simple de Flaubert, Félicité qui avait eu comme une autre son histoire d'amour. Ça commence comme ça et c'est déchirant. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée, mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Fabu menaçait de lui tordre le col, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée, il circulait dans la maison. Elle et lui avaient des dialogues. Lui débitant à satiété les 3 phrases de son répertoire, et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu, et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Mais un matin du terrible hiver de 1837, elle le trouva mort. Alors Félicité, elle a fait empailler, sur les conseils de sa maîtresse et du pharmacien, son loulou. Elle a arrêté de parler à quiconque, elle a commencé à vivre recluse, dans une sorte de torpeur de somnambule. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal, représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. Félicité priait en regardant l'image sainte, mais de temps à autre se tournait un petit peu vers l'oiseau. Elle dut enfin quitter la maison et Loulou partir aux ordures. « Allons, dites-lui adieu !» Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre, mais, aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. Son agonie commença, les mouvements du cœur se ralentirent un à un, plus vagues, chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît, et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr'ouverts, un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Loulou. Alors tous ces attachements, c'était pour dire que les oiseaux qui s'éteignent, ce sont des proches qui s'en vont.
Ce sont des voisins qui ne se montrent plus, qu'on a perdu de vue, ou dont on est en deuil, même en deuil lointain, même quand on ne les connaissait pas bien. On est quitté, lâché, déserté comme le serait un pays. Les mailles se défont, et c'est toute cette conversation très dispersée, parfois très ténue, parfois très serrée, mais en tout cas très ancienne, qui s'interrompt. La conversation, converser, étymologiquement, ça ne voulait pas dire échanger des propos, ça voulait dire vivre avec. Conversare, revenir fréquemment auprès de quelqu'un, fréquenter, cohabiter, faire avec aussi. La disparition des oiseaux, ce n'est donc pas seulement, si on peut dire, un phénomène d'extinction, mais c'est quelque chose que notre long compagnonnage avec eux nous fait éprouver comme une sorte de désertion. L'extinction se comprend comme un dépeuplement sur fond de dépendance et d'intimité. Il fallait que nous soyons décidément suspendus aux oiseaux de toutes sortes de façons pour que leur disparition, qui est pourtant très difficile à voir et qui est parfois même démentie, pour que leur disparition nous fasse tant d'effets. Encore un poète formidable, enfin bon, j'espère que vous les avez trouvés formidables, ceux que j'ai cités jusqu'à présent, Dominique Fourcade. Dominique Fourcade, dans un livre difficile, mais merveilleux, Le sujet monotype, a raconté la rupture d'un voisinage de cet ordre. Un voisinage sans contact, une intimité sans proximité, mais une intimité quand même, et vivement éprouvée, qui était faite de coups d'œil et d'échanges rapides, nous ne nous parlons jamais longtemps, dit-il, et dont la rupture fera un grand trou et un grand trouble. Ce voisinage, c'était celui qu'il avait avec un Martin pêcheur. Cette histoire de Martin pêcheur est au départ une affaire assez simple, dit-il. Les premiers mois, la rivière le long de la maison qui était entrée dans ma vie, était fréquentée par un Martin pêcheur. Sa beauté m'émerveillait, sa présence furtive, me donnant le sentiment que n'était pas détruit ce qu'il y avait de plus attirant et de plus émouvant dans la nature, en même temps que de plus vulnérable et de plus rare. Sa présence, furtive, me rassurait pour de longs moments. Donc c'est une histoire de fréquentation. Une rivière est fréquentée par un martin pêcheur et sa présence se fait fréquente, l'oiseau revient, s'approche un petit peu, verse fréquemment sa beauté dans le quotidien de cet homme-là, à la faveur de cette maison qui, comme quelqu'un, est entrée dans sa vie. Alors, fréquenter, moi, c'est un mot que j'aime bien parce que dans le patois de chez moi, ça veut dire faire la cour, ça veut dire être amoureux, être entré dans l'âge de l'amour. Qu'est-ce qui devient ? À présent, il fréquente. Une histoire de fréquentation, donc, c'est-à-dire décidément de conversation, une vie avec, un amour de loin, comme on disait au Moyen-Âge. Mais une conversation qui s'interrompt. Pas seulement une absence alors, mais un départ, une sorte d'abandon même, et la perte de sens ou de justification de cette habitation, de cet homme avec sa maison, avec sa rivière, avec son oiseau. L'oiseau ne vient plus, que faire ici ? Que faire d'ici ? Depuis un an et demi a passé sans que le martin pêcheur apparaisse. Pas un jour sans qu'il m'inquiète et me manque, sans que je craigne d'être responsable de ce départ, sans non plus que son absence enlève au bien fondé de mon existence ici. Un matin récent, je m'en suis ouvert au gardien, monsieur M, qui m'a rassuré. Il l'avait vu quelques jours plus tôt, distraitement, en s'occupant à la rivière. En même temps que cela m'a plongé dans un abîme de perplexité. Pourquoi lui et pas moi ? Étais-je vraiment interdit de Martin pêcheur ? En même temps aussi que cela ravivait, avec l'éventualité de l'entrevoir, le même manque, le même désir, la même angoisse urgente. Et pourtant c'est le même jour et dans des circonstances étonnantes, inquiétantes, qu'il reparaîtra, ce Martin pêcheur. C'est une drôle d'histoire. Dominique Fourcade raconte qu'un début d'incendie s'est signalé sur la route qui menait à sa maison. Le feu rampant se propageait dans un tronc d'arbre en poussière et sous les herbes.
Les pompiers sont intervenus, mais ils sont intervenus si modestement, si négligemment, si superficiellement, que la peur du feu a persisté. Alors Fourcade et sa femme sont sortis pour une longue promenade avec l'incendie à l'esprit. Et puis voilà, miraculeusement, l'oiseau qui réapparaît et qui va les guider, cap au pire, comme dirait Beckett, vers le départ du feu. Soudain, au détour de la maison, chavirant, c'est bien lui. Il a fallu que mon désir s'écarte de lui pour lui faire place. Étrange comme le désir s'absente. Surtout ne plus le perdre de vue. D'étape brève en étape brève, il nous mène, en longeant la rivière, droit au lieu de l'incendie de tout à l'heure, qui en effet a vicieusement repris. Toi, incendie vers l'incendie, dit-il à son Martin pêcheur. Toi, incendie vers l'incendie. L'oiseau aimé qui s'en va et qui manque, et qui bientôt, lui aussi, est en extinction, les aura ramenés vers un feu persistant, eux qui ne voulaient plus le perdre de vue. Un de ces feux d'aujourd'hui, un feu qui fait penser peut-être en mini, en tout petit, aux forêts sibériennes, amazoniennes, à tous ces incendies qu'on n'arrêtera pas. Ça fait longtemps en fait que ça nous fait plus tout à fait la même chose d'entendre les oiseaux. Depuis qu'on sait justement que leur population s'effondre et que c'est le chant abîmé de l'Anthropocène que leur voix et leur silence font résonner. Pour les moins connaisseurs d'entre nous, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'est même pas qu'on les entende moins en fait, c'est que notre écoute se brouille, que notre attention se charge autrement, désorientée. On sait qu'ils chantent moins et moins fort, on se dit qu'ils se taisent, alors on écoute un peu plus. Les perceptions sont mêlées, instables, contradictoires. Écouter les oiseaux aujourd'hui, ça consiste aussi bien à prêter l'oreille à des silences qu'à des alertes, à jouir de ce qu'il reste de chant et à s'en trouver consolé, qu'à sentir par ces chants dont la beauté même nous conteste, notre puissance de saccage et notre désarroi. Pendant le confinement, et là ça va être l'occasion de comparer nos expériences, pendant le confinement, le paysage sonore a changé brutalement, surtout en ville. Et en ville, tout le monde en a parlé. Les géologues ont même mesuré une baisse drastique de ce qu'ils appellent le bruit sismique. Le bruit sismique, celui des légers tremblements de notre sol, du fait des activités humaines, industrielles, des voitures, etc. Ils ont enregistré un enregistrement drastique de ce bruit sismique qui était équivalent à un soir de Noël. Donc le confinement, c'était le calme supposé d'un soir de Noël. En tout cas, les oiseaux n'avaient plus à s'époumoner ou à chanter plus aigu pour se faire entendre. Ils n'avaient plus à fuir la ville pour nicher en paix, on les réentendait enfin. Et pour les citadins, pour nous, c'était comme un rebranchement soudain et éblouissant à un monde dont nous crevons d'être déliés. Ils se reposaient de nous, les oiseaux, et même à nous, ça faisait du bien, en fait. C'était comme une respiration par les oiseaux, par leur légèreté, par leur propre conversation avec l'air, quand on en manquait d'air, malade, ou guéri, ou juste encagé. Ça m'a fait penser à un poème intitulé « Respirer, c'est vivre plus longtemps » de Paul Sneuk. J'ai écouté sur Internet comment ça se prononce, des Pays-Bas. Écrit en 1976 et adressé aux petits patients asthmatiques du Zee Preventorium de Han en Belgique. Tant qu'il y a de l'air dans cette vie, je veux rire gaiement dans mes poumons. Et avec force, longeant mes bons muscles, caresser ma gorge de doux oxygène. À grande gorgée, boire de la joie, aux sources du souffle, à cœur ouvert. Ce qui est doux dans la poitrine est désaltérant pour la soif et délicieux comme une faim apaisée. Mes poumons sont mes meilleurs amis. Si vous avez été un enfant asthmatique, ça peut peut-être vous parler. Mes poumons sont mes meilleurs amis.
Je les aime, je les porte dans mes mains fragiles comme un couple de colombes. Je les aime, je les porte dans mes mains fragiles comme un couple de colombes. Je les tiens tendrement comme de la neige et pure dans l'abondance de guérison de cette vie. C'était comme une respiration donc. Et pourtant les oiseaux continuaient à s'éteindre, les pathologies se multipliaient à la frontière homme-bête, puisque c'était justement là que tout avait surgi. La présence des oiseaux devenait indissociablement signe de vie et signe de mort, de la ville morte, de la sociabilité morte dans la ville. D'ailleurs, on ne connaissait toujours pas leur nom, mais on se disait qu'on les entendait davantage et on se cramponnait presque à leur chant pour se faire croire que la pandémie avait au moins quelque chose de bon pour la planète. C'est quelque chose qu'on a entendu pas mal au début. Et innombrables ont été les remarques au sujet de leur retour. À la radio, c'était très présent. Il y avait des témoignages du soin ou du don que constituait leur effraction dans nos enfermements. Il y avait des agacements aussi. Il y avait des élans pour observer la nature de proximité et recenser les champs. Le Muséum national d'histoire naturelle et la Ligue de protection des oiseaux ont lancé l'opération Confinés mais aux aguets. C'était un bel exercice de science participative, mais que la chaîne LCI a traduit dans son vocabulaire toujours bien dégueulasse. Je cite, « La LPO invite les Français à tirer profit de la période de confinement. Les Français, le profit. » Il y avait aussi des réflexions attentives, sensibles à une nouvelle partition de l'espace sonore, à l'idée de laisser pour une fois un peu la parole aux bêtes, qui avaient certainement leur point de vue sur cette soudaine rupture de la pollution sonore et sur ce qui était en train de nous arriver. C'est ce que Vinciane Després a suggéré. Et puis il y avait des sottises ou des rapidités sur le retour supposé des oiseaux, surtout en ville, sur les bienfaits qu'il y aurait eu là, et pour eux et pour nous. Et parfois c'était désarmant, l'espoir et pourtant le repli, le rétrécissement, le bâclage de l'interprétation d'un silence à tant de coordonnées et de ce qui pouvait vraiment, politiquement, écologiquement, le repeupler. Et là, ça rappelle peut-être, en tout cas moi, ça m'a fait me rappeler quelques vers de Heinrich Heine, d'autres temps, d'autres oiseaux, d'autres chansons. Elle me plairait peut-être mieux si j'avais d'autres oreilles. Elle me plairait peut-être mieux si j'avais d'autres oreilles. Parce que cette effraction des chants d'oiseaux dans les intérieurs confinés, elle avait lieu dans un paysage sonore très embrouillé et dans une sorte d'état pourri de la parole publique, de la parole politique, des mots même qu'on s'échangeait entre privilégiés. Notre horizon, pour certains d'entre nous, en tout cas, s'était rétréci comme jamais. Didier Fassin a eu des mots merveilleux sur ce soudain rétrécissement de tout horizon de concernement. Le monde auquel on était lié, précisément, pour lequel on était inquiet, par lequel on était inquiété, s'est rétréci comme jamais. Il n'était plus question de la Syrie, il était question de comment bien vivre son confinement. Il aurait fallu bien plus de précautions, en fait, d'attention réelle aux vivants, aux grands lacis de lignes de vie et de lignes de mort que sont désormais les paysages, ne serait-ce que pour se dire que oui, c'était d'une douceur inouïe d'entendre rechanter les oiseaux, parce que ça l'est toujours, et parce que nous avons toujours eu ce rendez-vous très particulier avec eux, et parce que tout en nous cherche à renouer la conversation avec eux et entre nous, mais pour se dire aussi qu'on ne savait plus trop quoi faire d'une douceur éprouvée si fort dans un moment de saccage social, et quand plus personne, dans certains points du territoire en tout cas, n'avait le droit d'accompagner ces morts. Moment d'aggravation flagrante des inégalités, moment de déliaison, et la rupture la plus stupéfiante, c'était celle-là justement, celle qui a fait que pendant un temps on ne pouvait pas enterrer les défunts, qui n'étaient d'ailleurs pas portés en terre mais incinérés, forcément.
la place immémoriale que les oiseaux occupent dans nos propres aventures de sens, parce que ça fait longtemps que partout où il y a du rite, de la lecture du monde, des liens et du deuil, il y a des oiseaux. La place des oiseaux dans nos propres aventures de sens donc s'y brouillait, s'y souillait surtout de toutes parts. Leur voix vivante aurait peut-être pu escorter en secret ces morts qu'on n'accompagnait pas, mais l'avilissement du cœur jusque dans la parole publique rendait ça franchement improbable. Ça ne pouvait pas arriver à se nouer, ça ne parvenait pas à se nouer, le confinement et le deuil. Le chant abîmé des oiseaux, c'était certes donc le signe d'une écoute possible. On aurait pu commencer à se demander pourquoi on les entendait moins ou pourquoi on y faisait moins attention auparavant. Mais c'était aussi le signe de tout ce qu'on n'arrive toujours pas à entendre et à prendre ensemble. Il faudrait beaucoup de tact pour donner de la voix, quand il le faut, donner de la voix, donner vraiment, donner la sienne. Et puis il faudrait beaucoup de tact aussi pour observer le silence. Merci.